Bonsoir à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. Rendez-vous ce soir sur les champs de bataille de la guerre culturelle. Depuis 10 ans, peut-être 2 ans en France, le wokisme venu d'Amérique a pris d'assaut les universités, les médias, les esprits en France et en Europe. Mais celui-ci a pris un sacré uppercut avec la réélection de Donald Trump. Alors le wokisme est-il allé trop loin? Est-ce là une victoire du réel? Le wokisme nous menacera-t-il encore? Eh bien, pour répondre à ces questions, je reçois Olivier Vial, directeur du CERU, qui vient de publier Wokisme, stade ultime de la déconstruction. Olivier Vial, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Une citation de Donald Trump encore. « Nous allons éliminer la folie transgenre de nos écoles et nous garderons les hommes à l'écart des sports féminins », a donc déclaré le candidat et désormais élu républicain au Madison Square Garden le 28 octobre, juste avant sa réélection triomphale. Alors Olivier Vial, sa victoire, la victoire de Donald Trump, signe-t-elle selon vous une défaite définitive du wokisme ou non ? Définitive, sans doute pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que elle a été rendue possible par le wokisme. Et effectivement, une grande partie de l'opinion publique, ça on le voit aux États-Unis, mais on le voit aussi en France, plus le wokisme devient connu, plus sa notoriété augmente, plus l'adhésion au concept qu'il développe diminue. Et ça, c'est très très intéressant parce que la gauche progressiste a pensé qu'il y avait une sorte de sens de l'histoire et que on serait forcément toujours plus progressiste, toujours plus woke, ce qui a été un petit peu la thèse de Kamala Harris. Et en réalité, on s'aperçoit que c'est pas du tout le cas. Un exemple français qui est très intéressant, c'est l'adhésion au concept d'écriture inclusive. Il y a 5-6 ans, on avait 75% des Français qui se déclaraient plutôt en faveur de l'écriture inclusive parce qu'ils pensaient que l'écriture inclusive, c'était simplement un moyen de garantir l'égalité homme-femme. Dès lors qu'ils ont compris ce que c'était, qu'ils l'ont vu rentrer dans leur quotidien, le taux d'adhésion s'est effondré et aujourd'hui on est en dessous de 40% d'adhésion. Et encore, plus les woke vont loin dans le concept, puisque le wokisme est une sorte de course effrénée toujours plus en avant, et l'écriture inclusive là aussi est extrêmement intéressante puisqu'on est passé du point médian où on avait les points ES à des mots comme IEL, etc. Et aujourd'hui on a le développement de ce qu'on appelle en France en tout cas la grammaire queer, où l'idée c'est de supprimer totalement toute référence au genre, donc il n'y a plus du tout cette volonté d'égalité entre les hommes et les femmes. Il y a une professeure qui est de ce point de vue-là assez amusante, qui s'appelle Alfetraz, qui est professeur à la Sorbonne et qui enseigne sous pseudo pour pas qu'on connaisse son genre, ce qui est à mon avis une première, et qui elle effectivement définit une grammaire queer. Par exemple, elle refuse qu'on dise acteur ou actrice. Donc là on voit bien que l'idée c'est pas de garantir l'égalité entre les genres, puisque là on avait un mot pour chaque genre, et elle parle maintenant d'acteur, justement pour pouvoir garantir acteur sans U, acteur A-C-T-A-I-R-E, l'idée étant de pouvoir désigner tout le monde, y compris les non-genrés, les gender fluides, etc. Donc cette course en avant fait qu'en réalité, petit à petit, l'opinion publique s'aperçoit au fur et à mesure de la folie qui est derrière ces concepts-là. Et c'est cette folie-là qui fait que petit à petit, l'aura des thèses woke diminue et l'électorat qui peut soutenir ça diminue aussi. Aux États-Unis, c'est ce qui s'est passé. Ça a renforcé, et contrairement à ce qu'ils imaginaient, ça a permis effectivement, y compris à des communautés latinos, certains hommes noirs, de se détourner du Parti démocrate et de retrouver simplement un discours de bon sens. Et donc c'est ce qui explique sans doute la victoire de Trump. Ça ne veut pas dire par contre que le wokisme est définitivement mort. Donc pour vous, nous n'en avons pas encore fini avec les accusations d'homophobie, de mégenrage, de racisme systémique, ou encore de privilèges blancs. Non, parce que on est le véritable ressort de tout ça. Et ce ressort-là, je pense que malheureusement, il est encore très présent. C'est la haine de ce que l'on est. Et ça, on le retrouve très très fortement dans un courant qui en réalité est beaucoup plus large que le wokisme. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que le wokisme en réalité c'est une parenthèse sans doute d'un courant intellectuel beaucoup plus long et beaucoup plus profond, qui contrairement à ce qu'on lit beaucoup aujourd'hui ne vient pas des États-Unis, mais est un courant européen à l'origine. Je le fais remonter, pour moi le premier ancêtre du wokisme, alors c'est clairement pas du wokisme tel qu'on le voit aujourd'hui, mais le premier à avoir planté la graine, c'est Antonio Gramsci.
Donc, révolutionnaire italien, inventeur du concept prison. Et c'est là qu'il invente d'ailleurs le concept d'hégémonie culturelle. Et dans ce concept d'hégémonie culturelle, on va avoir le début de ce qui sera le ferment du wokisme. En fait, il considère que si les ouvriers ne se sont pas coalisés avec les révolutionnaires russes pour faire tomber le capitalisme, c'est parce qu'ils étaient dominés culturellement. Et donc, en gros, leur réalité n'était pas suffisante. La réalité de leur domination n'était pas suffisante parce qu'il y avait une domination culturelle. Et donc, il va commencer à se dire, le premier objectif, c'est de déconstruire cette culture dominante. Et en fait, cette volonté de déconstruire la culture dominante, on va la retrouver quelques années après chez Bourdieu, avec le concept de violence, philosophe français, donc français, violence systémique. Et puis on va le retrouver à partir des années 70 dans ce qu'on va appeler la French Theory. Et la French Theory, c'est tout simplement, et ça c'est peut-être le paradoxe de l'histoire, c'est tout simplement le fait que certains intellectuels français, Derrida, Deleuze, vont après 1968 être mis un peu sous le tapis par le Parti communiste et le SNESUP, qui considèrent que ces mouvements, ces intellectuels gauchistes sont allés trop loin pendant mai 68 en remettant en cause le concept classique du marxisme et la lutte des classes en inventant une lutte plus sociétale. Et donc ils vont essayer de reprendre en main l'université française, et ces intellectuels-là, voyant que leur carrière en France allait patiner du fait de la reprise en main très forte du Parti communiste, ont décidé de partir aux États-Unis. Et là, c'est là que naît effectivement le wokisme. C'est ce moment où en fait des intellectuels français vont rencontrer l'activisme survitaminé des campus américains des années 60 et 70 et arriver à ce moment-là à cette rencontre de milieux activistes extrêmement animés et de penseurs français qui vont être des rockstars. Pour exemple, un Jacques Derrida, quand il arrive aux États-Unis dans les années 70, on va faire des t-shirts à son effigie qui seront vendus dans certains concerts de rock et ils vont rencontrer la scène underground et ils vont devenir des personnages underground extrêmement populaires. Et donc c'est tout ça qui va faire naître effectivement ce wokisme aux États-Unis qui nous revient en boomerang au début des années 2000. Alors survitaminé ou d'autres produits dopants peut-être, mais en tout cas, j'aimerais revenir très rapidement sur le renversement culturel qui semble quelquefois, à certains égards, s'opérer d'abord aux États-Unis, en France aussi. Alors je vous propose de retourner aux États-Unis d'abord, Olivier Vial, pour revenir sur l'abandon ces dernières semaines par des entreprises américaines des politiques woke. Comme un avant-goût de la victoire de Trump, ces derniers mois, plusieurs entreprises américaines ont annoncé abandonner leur politique de diversité, équité et inclusion. En juillet, les tracteurs John Deere déclaraient mettre fin aux formations sur les personnes de genre et les messages à motivation sociale. Au mois d'août, c'était au tour de Harley-Davidson d'admettre l'abandon de quotas à l'embauche. Quelques jours plus tard, la fameuse marque de whisky Jack Daniels opérait elle aussi un virage à 180 degrés. Le monde a évolué, notre activité a changé et le paysage juridique et externe a changé de manière spectaculaire, en particulier aux États-Unis, déclarait son porte-parole. Une victoire pour l'influenceur conservateur américain Robbie Starbuck qui lance des campagnes de boycott. Nous sommes en train de gagner et nous ramènerons la raison dans le monde des affaires américain, a-t-il prévenu. Alors on peut parler, Olivier Vial, de victoire, peut-être victoire partielle, mais en tout cas c'est un phénomène fascinant, parce qu'on a parlé de cancel culture, vous en parlez d'ailleurs dans votre essai, cette pratique née à gauche, cette volonté d'annuler, de dénoncer publiquement pour bannir ou censurer des personnalités ou des entreprises dont les propos sont jugés inadmissibles, donc c'est encore une fois une pratique qui est née à gauche, mais la cancel culture semble avoir basculé à droite, elle a conduit à des campagnes comme celle-ci, John Deere, Jack Daniels, qui ont conduit à des revirements. Est-ce la méthode que la droite doit choisir selon vous, Olivier? En tout cas, ce qui est intéressant, et ça en France on le voit, c'est que pour l'opinion publique, le wokisme qu'ils ont découvert récemment, même si, comme je vous disais, il arrive en France dès le début des années 2000, et il s'est développé à partir de 2015 à peu près de façon très importante. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour l'opinion publique, le wokisme, c'est essentiellement un délire qui vient des universités et qui est repris par certains milieux activistes. Or, effectivement, il y a trois vecteurs très importants de diffusion du wokisme. C'est la fiction, avec nous allons revenir là-dessus. Et je sais que vous êtes bien placé pour en parler, mais avec effectivement ce que fait Disney, Netflix, etc. C'est l'entreprise qui effectivement a petit à petit
ouvert ses couloirs et ses conseils d'administration et ses directions des ressources humaines à plein de concepts woke. Au début, peut-être de façon très naïve, en pensant que là aussi le progrès était une marche continue et qu'il fallait qu'ils prennent cette voie-là. Et ils pensaient pour certains que c'était une concession facile, que ça allait pas coûter grand-chose et que ça permettait de faire taire les critiques. Et en fait, ce qu'ils s'aperçoivent aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, c'est que finalement derrière ces concepts-là, ça crée des tensions au moment où ils pensaient que ça allait être quelque chose de totalement admis. Et surtout, effectivement, ils se sont aperçus que, et ça c'est la nouveauté, c'est qu'ils sont aujourd'hui dans un écosystème où effectivement la gauche woke est organisée, mais des mouvements anti-woke s'organisent aussi. Et donc les entreprises aujourd'hui ont ce choix-là à faire. C'est est-ce que elles sont prêtes à se lancer dans une bataille où elles seront prises entre deux feux. Et petit à petit, effectivement, aux États-Unis, c'est ce qui est en train de se faire. Des entreprises se disent que il faut qu'elles reviennent à ce qu'est leur objectif d'origine, c'est-à-dire satisfaire leurs clients, et la rentabilité, satisfaire leurs clients, produire des produits de qualité et pas se lancer dans des expérimentations sociales. Et c'est vrai qu'en France, c'est sans doute aussi un sujet qu'il faut qu'on mette en place. Il faut d'abord faire un peu de pédagogie. Et c'est vrai que avec l'Observatoire du wokisme, on a lancé il y a 6 mois maintenant un index du wokisme en entreprise qui permet justement d'informer les clients, d'informer l'opinion de certaines du degré d'influence des pensées wokistes dans les entreprises. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que ce qu'on voit aux États-Unis, on pourrait aussi se poser la question en France. Quand, par exemple, le PDG de Carrefour dit qu'il regrette qu'en France il n'y ait pas de statistiques ethniques parce que ça lui permettrait de mettre en place des quotas. Quand l'entreprise Nike, qui détient désormais Reebok, quand Reebok lance des appels à projets pour financer des études sur la question du racisme systémique. Est-ce que elle est dans son rôle? C'est cette question-là que posent les militants anti-woke aux États-Unis. C'est aussi cette question-là que nous on se pose parce que ça permet simplement aux entreprises de savoir si elles ont à s'engager là-dedans ou si peut-être elles ont un modèle français à développer. Et c'est un petit peu là-dessus que nous on essaie de travailler parce qu'on pense que dans l'entreprise, avec le DEI dont vous avez parlé, avec certains critères de diversité, on a appliqué des modèles anglo-saxons sur la responsabilité sociale des entreprises. Et si on était en capacité de définir notre propre modèle, peut-être qu'on s'apercevrait que oui, les entreprises aujourd'hui ont une responsabilité sociale. D'ailleurs, on le voit dans tous les sondages qu'on donne, les jeunes considèrent que l'entreprise, et ça c'est très nouveau et c'est très positif, que l'entreprise est sans doute le premier acteur qui peut changer les choses devant les politiques, devant les associations. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on veut changer? Et là, peut-être que si on remplaçait des critères sur justement le transgenrisme par le critère du commerce local, comme certaines entreprises ont commencé à le faire, en disant que leur responsabilité sociale, c'est de faire vivre leur tissu local, et ben on pourrait effectivement imaginer d'autres critères beaucoup plus intéressants et beaucoup plus positifs pour les entreprises. Donc c'est ce débat-là, je crois, qui est en train de se faire en France. Aux États-Unis, effectivement, il a pris une dimension beaucoup plus polémique parce que les entreprises américaines étaient allées beaucoup plus loin. Alors on comprend bien qu'il y a plusieurs fronts dans cette bataille culturelle. Vous avez aussi évoqué, après les entreprises, le divertissement. Vous avez évoqué Netflix, Disney. Évidemment, la jeunesse est une cible, l'enfance aussi. On a beaucoup dénoncé Disney pour son virage woke. Au mois d'octobre d'ailleurs, un clone trooper transsexuel, je ne sais pas si vous suivez Star Wars, a fait son apparition dans l'univers donc de Star Wars. Cela semble contre-productif financièrement, comme vous le dites, mais que faire donc face à ces initiatives, face à ces offensives dans le champ du divertissement ? Et ben là, c'est effectivement ce qu'on voit, c'est que là aussi, la pression et les études de marché sont peut-être le meilleur à moyen terme, la meilleure solution. Disney s'est effectivement aperçu de ça et il y a eu quelques prises de position de la nouvelle direction de Disney disant que le critère de divertissement devait être aujourd'hui primordial par rapport aux critères moral et woke. Parce que pendant très longtemps, et la directrice de Disney de la fiction le disait, elle recevait beaucoup
beaucoup, elle l'a dit très clairement, elle recevait beaucoup de scénarios très intéressants, mais qu'elle ne retenait pas parce qu'ils ne remplissaient pas les critères de diversité, d'inclusion qu'elle s'était elle-même imposée. Et bien ça, la direction de Disney vient de dire qu'elle ne souhaitait plus le faire. Mais il y a un bémol, c'est qu'on voit qu'elle a beaucoup de difficultés aujourd'hui à recruter des créatifs qui ne soient pas woke. Et donc, en fait, il y a une difficulté aujourd'hui à trouver des moyens et des scénarios qui soient beaucoup plus neutres dans leur tonalité. Le milieu californien reste imbibé par le wokisme. C'est ça. Et en fait, c'est là c'est pour ça que quand vous posiez la question au début de est-ce que c'est la fin du wokisme, ça va être plus compliqué parce que des générations entières c'est vrai aux États-Unis, c'est aussi vrai en France. On a des générations chez les jeunes, ça c'est réellement, c'est devenu une culture assez dominante et avec une partie d'entre eux qui sont convertis à ces questions-là. Et on peut presque, d'ailleurs, Jean-François Borenstein en parle comme ça, parler du wokisme comme presque une nouvelle religion. On a vraiment l'impression que certaines générations se sont converties à cette idée-là. Et donc, ça sera un peu long de faire marche en arrière, même si on s'aperçoit aussi qu'il y a une jeunesse qui est totalement réfractaire à cette idée-là et qui, au contraire, se positionne contre toutes ces idées. Donc, il y a de l'espoir, mais ça risque d'être long. Et effectivement, dans la fiction, c'est assez compliqué. Mais Netflix, par exemple, a commencé à changer un peu et à supprimer beaucoup des grilles qu'elle avait proposées de diversité. Maintenant, c'est encore assez long et on a l'impression que effectivement Hollywood et on l'a vu pendant la campagne américaine, Hollywood a à quelques exceptions près, Mel Gibson, Clint Eastwood, ils ont tous fait et cause pour Kamala Harris et ça donne bien, c'est un bon un thermomètre de ce qui se passe aux États-Unis. Sur le terrain culturel. Vous nous apprenez quelque chose, Olivier Vial, dans votre essai. Les activistes woke veulent, je vous cite, introduire le tumulte dans nos mœurs, par exemple avec l'écriture inclusive que vous avez déjà soulevée, par exemple avec l'accusation de manspreading qui provient d'un acte pénal, à savoir le fait pour un homme d'écarter les jambes dans les transports publics. Créer le tumulte, c'est le cœur de leur méthode. Oui, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que ils considèrent que le concept précède la réalité. C'est parce qu'ils ont inventé un concept qu'ils sont en capacité de nous faire voir la réalité d'une certaine façon. Et donc, ils vont essayer à chaque fois de créer des concepts toujours plus dérangeants pour que on ne s'y habitue pas et qu'on soit toujours dans cette volonté de déconstruction. Et donc, effectivement, dans l'écriture inclusive, c'est ce qui explique cette fuite en avant dont je vous ai parlé au début de l'émission, parce que on finissait par s'habituer au point médian. Et dans la théorie, effectivement, qui revient déjà, qui est assez ancienne, puisque déjà Frantz Fanon parlait de la nécessité de tumulte, on retrouve ça aussi dans beaucoup d'écrits féministes. Il y a cette volonté de toujours aller vers l'avant. Donc, on est avec le wokisme dans une vraie fuite en avant vers toujours plus de progressisme et vers toujours plus de radicalité, parce que l'objectif est effectivement qu'on ne s'y habitue pas, pour qu'on soit dans cette logique de déconstruction qui est quasiment qui est plutôt de la démolition que de la déconstruction. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qu'on voit de façon très importante, et ils ont pour ça une méthode qui consiste à politiser le quotidien. Tout ce qui peut paraître quotidien est totalement banal, et c'est leur grande théorie, rendre visible ce qui est invisible, tout ce qui serait invisible, que nous ne verrions pas comme des discriminations, comme des injustices, eux vont le voir. Et le manspreading, c'est très intéressant, parce qu'effectivement, le manspreading, comme vous l'avez dit, c'est le fait que dans les transports en commun, les hommes écarteraient plus les jambes que les femmes. Qui donc a été élargi au point de... Enfin, quand les hommes interrompent la parole des femmes, etc., ça devient du manspreading, c'est bien ça? Non, il y a le manspreading et le mansplaining. Le mansplaining, c'est quand on interrompt. Le manspreading, c'est simplement l'idée d'écarter plus les jambes. Ça peut être sans doute expliqué, parce que ça existait sans doute bien avant que le mot soit inventé. Ça peut sans doute être expliqué par des raisons plutôt anatomiques que des raisons politiques, sauf que en créant le concept, elles l'ont politisé en disant que c'était un des symptômes de la volonté des hommes de dominer l'espace public. Grâce à ça, elles ont politisé. Il y a eu des campagnes qui ont été faites. Il y a la mairie de Barcelone qui a fait des campagnes pour lutter avec des amendes pour lutter contre le manspreading. Et même en France, il y a eu des tentatives à la région Île-de-France qui, heureusement, ne sont pas allées au bout de tout ça. Mais effectivement, l'idée, c'est toujours de créer un concept qui permet de politiser les choses. L'autre moyen qui est très intéressant, c'est de rendre
pas évident les choses. Par exemple, on a créé, et aujourd'hui, en tout cas, quand vous faites un sondage chez les jeunes, ils sont tous au courant de ce qu'est être cisgenre. Être cisgenre, le mot en fait est assez récent. Être cisgenre, ça a été créé simplement. Donc être cisgenre, c'est se considérer être né de sexe biologique masculin et se considérer comme un homme. Ce qui peut sembler finalement assez banal. Eh bien, en créant le mot, ils ont voulu le rendre ça aussi. Finalement mettre sur le même niveau le fait d'être cisgenre ou le fait d'être transgenre. Et ça permettait en gros de banaliser le fait d'être transgenre. Et ils vont toujours plus loin puisque récemment, et le planning familial français a développé ça, vous aviez une pathologie qui s'appelle la dysphorie de genre, qui est ce qu'on voit que certains psychologues, psychiatres peuvent retrouver chez les enfants. C'est les enfants qui justement naissent dans un sexe et se retrouvent malheureux dans leur sexe et veulent changer de genre. Eh bien, pour rendre ça plus banal, pour pas que ça apparaisse comme une pathologie médicale, ils ont créé le concept inverse, euphorie de genre. Donc si à votre âge vous êtes un homme et vous êtes toujours content de vous considérer comme un homme, c'est que vous êtes atteint d'euphorie de genre. Et donc cette idée-là, c'est aussi un moyen de politiser le quotidien et de rendre tout ça beaucoup plus compliqué que ce qu'on a. L'idée, c'est toujours de complexifier le réel, de le reconstruire à partir de concepts qui, finalement, sont tout à fait farfelus, et c'est ce qui fait que, de temps en temps, heureusement, les gens s'en rendent compte. Alors, d'autant plus que dans votre essai, vous évoquez que cela va jusqu'à une critique donc de la rationalité de la science, perçue comme phallocentrée. Ce que vous dites, c'est que la science ne doit plus chercher la vérité, elle doit être antisexiste et antiraciste. Oui, et ça, pendant longtemps, on peut penser que c'est une analyse qu'on fait. Mais c'est pas une analyse, c'est un précepte. C'est effectivement eux-mêmes qui ont défini ce que devait être la science aujourd'hui. Et on a effectivement une épistémologue assez célèbre, Harding, qui va effectivement inventer le concept d'objectivité forte. Ce concept-là, c'est un concept qui remet totalement en cause ce qui était la base de la science expérimentale et de la rationalité telle que elle nous a permis de faire les progrès technologiques et les progrès qu'on connaît aujourd'hui dans le monde occidental. Cette dame considère effectivement qu'aujourd'hui, celui qui est objectif, c'est celui qui est concerné par ce qu'il compte. Donc le militant, et elle le dit très clairement, le militant est plus objectif que quelqu'un qui serait neutre. Donc c'est la remise en cause totalement de la neutralité. Et elle ajoute que celui qui est antisexiste, qui est antiraciste, etc., est plus objectif que celui qui ne serait neutre. Et en fait, elle a dit très clairement, du coup, que l'objectif de la science, ce n'est pas de décrire la réalité, mais c'est de changer la réalité. Et donc, quand on fait ces deux renversements-là, on change totalement l'objectif de ce qu'est aujourd'hui la science. Ça va très loin parce que malheureusement, ce discours-là est en train d'infuser. Et on voit notamment que toute une panoplie de fake science, de sciences un peu surnaturelles, etc., est en train de se développer. Et vous aviez, il y a quelques mois, Sandrine Rousseau qui disait qu'elle préférait les sorcières aux ingénieurs EPR, et effectivement, c'est ce mythe-là. Et le mythe de la sorcière, par exemple, est devenu quelque chose de très important parce que l'idée, ça remet en cause la rationalité, et c'est aussi l'idée que certaines culture non occidentale serait plus avancée que nous dans la façon d'aborder les questions scientifiques. Ce qu'ils veulent, c'est s'imposer comme les seules personnes légitimes pour parler dans le débat qu'ils refusent d'ailleurs. Vous soulignez les propos de Geoffroy de la Gannerie, le philosophe entre guillemets français, je suis contre le débat. En fait, ils ont une pratique du débat qui ressemble plus au débat tel qu'on le pratiquait. Aujourd'hui, c'est du sumo. Ils définissent un cercle qui est le cercle de la rationalité et ils essaient de vous pousser en dehors. En fait, c'est ça aujourd'hui le débat version wokiste. Et ça, effectivement, c'est un des vrais enjeux parce que, et c'est là aussi, on retrouve Donald Trump sur cette question-là, c'est quelque chose qu'il a essayé de mettre en avant, c'est les dangers de la liberté d'expression. Puisque eux sont les seuls qui sont en capacité
capacité de vous dire si vous avez le droit de parler ou pas le droit de parler. Et malheureusement, ils sont tellement sûrs de leurs droits que ils peuvent utiliser toutes les méthodes. Et on a un penseur qui est assez intéressant, qui s'appelle Marc Bray, qui est le penseur de l'antifascisme, qui en 2018 crée un nouveau concept qui s'appelle l'antifascisme du quotidien. Et il dit bien que la mission d'un antifasciste aujourd'hui, c'est pas d'empêcher quelqu'un de penser ce qu'il pense ou de dire ce qu'il pense, parce que ça, on ne peut pas le faire. Mais par contre, on peut rendre ça beaucoup trop coûteux, socialement, politiquement ou même physiquement. Donc l'idée, c'est de mettre la pression sur quelqu'un pour qu'il ne s'exprime pas, il ne puisse pas s'exprimer, il disparaisse. Et on va lui mettre la pression physiquement par des agressions, on va lui mettre la pression socialement en essayant de faire pression sur son employeur. Et c'est effectivement ce qui est devenu la cancel culture dans sa phase la plus radicale. Et c'est une négation totalement du débat et de la démocratie en fait. Et vous pensez que cela peut aller encore plus loin dans la violence physique? Est-ce que ce mouvement en est capable selon vous? Oui, ce mouvement en est capable. On l'a vu quand il y a des moments d'extrême tension. On l'a vu aux États-Unis au moment suite à la mort de George Floyd, au moment de Black Lives Matter, où on avait des quartiers entiers de certaines villes. Des armes à feu apparaître. Voilà, des armes à feu dans certains quartiers. On croyait que c'était une propriété ou un principe de droit de la droite américaine, et en fin de compte, la gauche l'a aussi récupéré. Oui, et effectivement, on sent quand même que il y a une radicalité de plus en plus importante, et il y a une fusion, ce qui est très nouveau. Et là en France aussi, si c'était que des militants woke classiques, c'est pas les plus à l'origine, c'était pas eux les plus agressifs, les plus militants. Sauf que aujourd'hui le wokisme a infusé aussi les mouvements écologistes radicaux et les mouvements antifa. Les mouvements antifa utilisent l'écriture inclusive. Ils ont ce que j'ai souvent tendance à dire, c'est qu'en fait, on a aujourd'hui des militants qui sont capables d'avoir un Kleenex dans une main en se plaignant d'être micro-agressés, qu'on attaque leur sensibilité, et de l'autre côté, une batte de baseball pour vous faire taire. Donc, on a vraiment une violence de plus en plus importante, et elle est consubstantielle au wokisme, puisque, et ça revient aussi à la question du débat, dans un débat, on échange des arguments. Avec les wokistes, ils sont en train de transformer tout argument en remise en cause de leur identité. Pour eux, c'est pas, on n'échange pas des idées, mais c'est leur propre identité, puisque en fait, ils ont des identités totalement idéales. C'est eux qui se sont créés en se définissant, en s'auto-définissant, en s'identifiant comme, en tant que, etc. Et donc, dès lors que vous dites, par exemple, que vous trouvez pas tout à fait que vous pouvez remettre en question le fait que des enfants de 14 ou 15 ans fassent des transitions de genre pour devenir des hommes en subissant des opérations, pour eux, vous remettez en cause, c'était pas un débat, c'est vous remettez en cause leur identité. Donc forcément, ils estiment être agressés par ça, et donc ça légitime pour eux la violence en autodéfense. Et donc ils sont beaucoup dans cette notion-là, où en gros, ils seraient violents parce qu'ils s'autodéfendent. Et ça, je pense que c'est un des vrais changements qu'il va falloir mettre en place, c'est qu'il faut qu'on soit en capacité d'accepter le débat à nouveau et de considérer que tout est discutable dans le cadre des lois qui existent déjà en France, qui sont déjà suffisamment protectrices, et ça sert à rien de rajouter des hypersensibilités, des microagressions tout le long. Ne pas ajouter des hypersensibilités, eh bien ce sera le mot de la fin. Olivier Vial, merci d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'essai Wokisme, stade ultime de la déconstruction aux éditions du CERU. Merci. Vous pouvez le retrouver du coup sur notre site internet. Sur notre site, pour le lire aussi sur Kindle. Merci beaucoup Olivier Vial. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Choc du Monde, le magazine des crises de la prospective internationale de TVL. N'oubliez pas de commenter et évidemment de partager cette émission. Merci à tous et bonne soirée.